Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à explorer le sujet XENS 2019 lors de l'épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur et nous allons nous focaliser sur la partie concernant l'analyse fréquentielle des systèmes. Cette étude consiste à étudier l'influence de la fréquence des oscillations du terrain sur le comportement du système. On rappelle le support d'étude qui est une nacelle articulée qui permet de sécuriser les opérations de travail en hauteur. C'est un système qui est composé de 4 roues motrices et qui est composé également d'une flèche assez importante qui concerne un bras articulé qui mesure environ 40 mètres de longueur. La phase de vie étudiée est le déplacement lorsque le système est replié, ça veut dire que la nacelle se situe plutôt bas par rapport à la hauteur qu'elle peut prendre, mais le fait d'avoir une flèche importante va générer une flexion assez importante qui est modélisée en fait par une certaine raideur qu'on va avoir ici en bout de nacelle. On suppose que le terrain possède une certaine ondulation, qu'on suppose parfaitement harmonique, ce qui va nous permettre de mettre en place une étude fréquentielle. On suppose également que le véhicule se déplace dans marche avant, ça veut dire dans un sens, alors ça peut être le sens plus ou moins x0, ici ça n'a pas vraiment d'importance, et à une vitesse de 5 km/h, ce qui correspond à 1,4 mètres par seconde. On considère l'angle θ qui est l'angle d'orientation de la nacelle par rapport au sol, qui va répondre donc à une loi harmonique, même une loi sinusoïdale, sous la forme que θ, en fonction du temps, va dépendre de sinus oméga 1 fois t fois l'amplitude, ici qui vaut 0,01 radian. On remarque que c'est des petits angles, mais qui peuvent générer des fortes oscillations. L'objectif, c'est de valider que l'accélération du passager ne dépasse pas 10 mètres par seconde au carré, ce qui représente à peu près 1 g. En ce qui concerne des contraintes physiologiques, sans doute, qui sont liées en fait aux normes. On s'intéresse maintenant à la modélisation du problème, qui va être en fait la modélisation d'un problème de dynamique 1D, avec le paramètre de position Z, qui est la position verticale du panier et donc du conducteur par rapport au référentiel galiléen, qu'on suppose lié au sol. Les conditions initiales sont les suivantes. On peut supposer que la position initiale et la vitesse initiale du panier est nulle, donc par rapport à une position de référence, liée donc à la position d'équilibre du système, et l'angle initial va être nul. Donc on va supposer qu'au départ le véhicule se positionne à une certaine position telle que l'orientation du panier reste horizontale. Dans cette configuration, on peut obtenir une équation de mouvement qui est une équation différentielle d'ordre 2, faisant intervenir les dérivées successives du paramètre z et des paramètres θ. Dans le sujet initial, voici l'équation différentielle qu'on avait, mais en regardant les différentes unités présentes, on se rend compte qu'il y a sans doute une erreur ici. La dérivée du paramètre θ va se retrouver plutôt ici. Donc moi je propose de modifier cette équation différentielle par celle-là. D'accord? Donc on va continuer cette étude de cette manière-là qui représente plus physiquement ce qui va se passer. Voici les différents paramètres. M, c'est la masse du système panier conducteur. F, c'est le coefficient de frottement visqueux du système, qui est égal à 20 newtons par mètre par seconde. Petit k, c'est la raideur équivalente au système. Et grand K, qui est également un paramètre de longueur du système qui va dépendre en fait finalement de la flèche globale du système. Pour résoudre ce problème dans le domaine fréquentiel, on se propose de l'étudier dans le domaine de la place. Donc on va transformer les différentes fonctions temporelles dans le domaine de la place. Pour ça, les notations qu'on va utiliser sont les suivantes, c'est-à-dire qu'on va supposer que θp, z majuscule de p et gamma majuscule de p sont les transformés de la place respective de θ de t, z de t et z point point de t. En supposant les conditions initiales nulles telles qu'elles sont présentes dans l'énoncé, on obtient l'équation différentielle dans le domaine de la place. On peut en déduire la fonction transfert qui va relier z à θ. Et nous, on veut la fonction transfert qui relie gamma, qui est la dérivée seconde de z par rapport au temps, qui va se déduire donc z en multipliant par p au carré. Et on obtient la relation suivante mise sous forme canonique. Donc pour mettre sous forme canonique, je vous rappelle, il suffit de factoriser par le terme de plus bas degré. Donc voici la fonction transfert qu'on obtient. Donc on s'aperçoit qu'au numérateur, on a un p carré, une double dérivation. On a un premier ordre au numérateur et un deuxième ordre au dénominateur. Et puis on a un gain statique ici. Pour tracer le diagramme de Bode, il va falloir qu'on décompose cette fonction transfert. Je propose de la décomposer en 3 fonctions transfert élémentaires. La décomposition proposée est celle-ci, sachant qu'elle n'est pas unique. Ma première fonction transfert est un premier ordre de la forme canonique 1 plus tau p, avec tau égale à f sur k. Si on fait l'application numérique, ça fait 2 fois 10 puissance 3 secondes.
La deuxième fonction de transfert est un double dérivateur, K1P carré, avec la valeur de K1 égale à 14 mètres précisée dans l'énoncé. Et enfin, la troisième fonction de transfert est un deuxième ordre de cette forme-là, avec un gain unitaire, avec pour coefficient d'amortissement 5 fois 10 moins 3 et pour pulsation propre 5 radians par seconde en utilisant les grandeurs numériques fournies dans l'énoncé. Ici, préférez mettre le gain statique avec le double dérivateur. On peut se poser la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux le mettre avec le premier ordre ou le deuxième ordre. Ici, ça dépend un petit peu de la facilité que vous avez de tracer le double dérivateur. On va faire cette première hypothèse et après, bien sûr, on pourra revenir dessus si on a des difficultés à tracer le diagramme de Bode. Mais généralement, c'est un bon choix de faire ça. En ce qui concerne ces différentes fonctions de transfert, voici les éléments qu'on peut directement donner pour justifier le tracé du diagramme de Bode. Ce n'est pas la peine de refaire la démonstration à chaque fois d'un premier ordre, d'un dérivateur multiple ou d'un deuxième ordre. On sait qu'un premier ordre va être caractérisé par une pulsation qui est la pulsation de cassure qui correspond également à la pulsation de coupure à plus 3 ou moins 3 selon qu'on se situe au numérateur ou dénominateur. Ici, le premier ordre se situe au numérateur. Ça sera donc une pulsation de coupure à plus 3 décibels. Et elle est égale à l'inverse de la constante de temps. Donc si on fait l'application numérique ici, ça va correspondre à 500 radians par seconde. Pour la deuxième fonction de transfert, qui est un double dérivateur, elle va aussi posséder une pulsation caractéristique. Ce n'est en aucun cas une pulsation de cassure, puisque sur un dérivateur, qu'il soit multiple ou non, comme un intégrateur, on n'a pas de cassure, puisqu'on a un comportement strictement monotone en gain et en phase. Mais on peut avoir une pulsation de coupure à n décibels. Généralement, on prend une pulsation de coupure à 0 décibels. L'idée, c'est qu'on va connaître facilement la pente de ce type de courbe, mais il faut avoir un point de passage. Donc il y a deux possibilités. Soit on choisit la pulsation de coupure à 0 décibels. Et ici, on peut montrer assez aisément qu'elle va correspondre à la racine carrée de l'inverse du gain statique. Ou alors, on peut trouver un point de passage en une pulsation caractéristique assez facilement identifiable, ici 1 radian par seconde, et on peut montrer assez facilement qu'à 1 radian par seconde, le gain du double dérivateur va être égal à 20 log de K1. Si on fait l'application numérique, ça va correspondre à 23 décibels avec K1 égale 14 mètres. Donc on a ces deux possibilités-là. Par la suite, je choisirai plutôt la première possibilité, donc la pulsation que j'ai appelée oméga 2 exposant A, qui est égale à 0,27 radians par seconde, qui correspond à la pulsation de gain nul du double dérivateur. Pour un deuxième ordre, étant donné qu'on a un coefficient d'amortissement strictement inférieur à 1, on a des pôles qui sont complexes. Ça veut dire qu'on ne pourra pas décomposer cette fonction de transfert comme un produit de deux premiers ordres. On n'aura donc qu'une seule pulsation caractéristique, qui est la pulsation de cassure. Donc c'est la pulsation à laquelle les branches asymptotiques se cassent. Pour un deuxième ordre, les pulsations de coupure sont plus complexes que pour un premier ordre, puisqu'elles dépendent de la valeur du coefficient d'amortissement. Donc ici, il est préférable de faire un raisonnement simple au départ, où on choisit la pulsation de cassure, ici qui va être égale à la pulsation propre, 5 radians par seconde. L'étape suivante consiste à classer par ordre croissant les différentes pulsations caractéristiques. Ici, on s'aperçoit que la pulsation la plus faible, c'est oméga 2A ici, 0,27 radians par seconde. Qu'on ait pris oméga 2A ou oméga 2B, c'est le même résultat. Ensuite, on a oméga 3, 5 radians par seconde. Et enfin, oméga 1 égale 500 radians par seconde. Pour justifier le tracé, vous savez sans doute que je suis assez partisan d'utiliser un tableau de variation, plutôt que de reporter chacun des tracés de diagramme de Bode, qui pour moi vous fait perdre du temps. Ce tableau de variation va être assez compact par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, puisqu'on va raisonner en deux temps. En premier temps, on va justifier le tracé asymptotique du diagramme en gain. Et en fait, on va en déduire de ce tracé-là le tracé asymptotique du diagramme en phase. Alors attention, il faut se méfier de ça. Dans certains cas, ça ne fonctionne pas, comme dans l'exemple qu'on a pu voir en cours et en TD sur le robot Lola. Dans le cas où on a des pôles à partie réelle strictement positive, ça peut générer des problèmes. Donc dans ce cas-là, moi je vous conseille plutôt d'utiliser le tableau complet où on traite la phase séparément. Comment construire ce tableau? Déjà, il faut savoir le nombre de colonnes qu'on va avoir et le nombre de lignes. Pour avoir le nombre de colonnes, il faut avoir une idée du nombre d'intervalles qu'on va avoir. Ce nombre d'intervalles va dépendre directement du nombre de pulsations caractéristiques qu'on va mettre en place. Il faut savoir qu'on aura au moins autant de pulsations caractéristiques qu'on a de fonctions de transfert élémentaires. Ici, on a 3 fonctions de transfert élémentaires. Il faut donc 3 pulsations caractéristiques, qu'on a appelées oméga 1, oméga 2, oméga 3. Vous ne pouvez pas espérer avoir moins de pulsations caractéristiques que de fonctions de transfert élémentaires. D'accord ? Le piège ici, c'est de se dire pour
l'intégrateur ou les dérivateurs, ce type de fonction transfert-là, je ne mets pas la pulsation caractéristique, mais vous ne pourrez pas exploiter ce tableau pleinement. Donc une fois qu'on les a classés, on a vu qu'oméga 2 est inférieur à oméga 3, oméga 1. On va donc les placer sur notre tableau et on va placer tous les intervalles compris en cette pulsation. Étant donné qu'on a 3 pulsations caractéristiques et qu'on va commencer à 0 et aller jusqu'à l'infini, on aura donc 4 intervalles. Et donc ça va nous faire 7 colonnes en plus de la première colonne. Donc ici, on retrouve bien nos 7 colonnes. Donc ce qui permet, vous voyez, de déjà définir la taille du tableau. Et puis 4 lignes intéressantes, dans laquelle on va préciser le comportement asymptotique de chaque fonction transfert élémentaire et enfin le comportement asymptotique complet. J'insiste sur le fait que les grandeurs qu'on met ici, ce sont toutes des grandeurs liées au comportement asymptotique. Le tracé du diagramme réel, on verra après comment le faire. On remarque que sur chaque intervalle, on va caractériser les gains en décibels par décade, ça veut dire qu'on va s'intéresser aux pentes en gains. Et au niveau de chaque pulsation, on va donner le gain, mais du tracé asymptotique, ce qui va nous faire en fait des points de passage. Et en fait, on pourra tracer un diagramme asymptotique si on a des points de passage et des pentes. On va donc commencer par la première fonction transfert, H1 de P, qui est le premier ordre, qui va casser ou couper en oméga égale oméga 1. Donc on sait que pour ce premier ordre qui a un gain unitaire, la pente du gain sera nulle jusqu'à la pulsation de cassure, puis ensuite elle aura une pente de plus 20 décibels par décade. Et les points de passage, vu qu'on a une pente nulle, elle va être constante égale à 0, étant donné qu'on a un gain unitaire. Voici donc les valeurs qu'on obtient. Ces cas se remplissent assez vite à partir du moment où on a bien compris comment tracer le diagramme de Bode. Pour la deuxième fonction transfert, il s'agira du double dérivateur. Donc déjà, on sait qu'on a un comportement monotone. On aura toujours la même pente. Un dérivateur, on sait qu'on aura plus 20 décibels par décade. Un double dérivateur, on aura plus 40. Donc en termes de pente, on aura toujours plus 40. Il reste maintenant à trouver un point de passage. Le point de passage, on l'a déterminé précédemment avec la pulsation de coupure à 0 décibel, qui correspond à oméga 2A. Donc on sait qu'en oméga 2A, on aura 0 décibel. Et pour les autres valeurs, eh ben, on n'aura pas besoin de les avoir, étant donné qu'on a un comportement monotone. Par continuité, on pourra tracer l'ensemble. Ce qui nous donne ces différentes conditions-là. Donc toujours la même pente, plus 40 décibels par décade. Le point de passage en oméga 2 qui correspond à un gain nul. Et puis par prolongement, on pourra trouver le tracé complet. Ce qui va compter, c'est d'avoir au moins un point de passage. Une fois qu'on a un point de passage sur une des pulsations caractéristiques, eh ben on peut se limiter à avoir continuité. Par exemple, sur la ligne du dessus, on aurait pu avoir parmi un de ces trois-là continuité, mais si on a la possibilité de connaître les valeurs, autant les mettre. Vous ne pouvez pas espérer tracer un diagramme asymptotique si vous n'avez que des continuités de partout. Il faut au moins un point de passage. Et enfin, pour la dernière fonction transfert, il s'agit d'un deuxième ordre. Donc on sait qu'il va casser en oméga 3, et avant on aura une pente nulle, et ensuite une pente de moins 40 décibels par décade. Et on aura, en la pulsation de cassure, pour le diagramme asymptotique, 0 décibel, ce qui nous donne ce comportement-là. On remarque encore l'utilisation de la continuité, puisque ici on a un point de passage, on en a même deux, donc par prolongement, on pourra déduire ce qui se passe en oméga 1, par continuité et par prolongement. Il ne nous reste plus qu'à sommer chacune de ces colonnes pour en déduire le comportement global. Donc ici on va obtenir 40, 0, plus 40, continuité plus 2 fois 0, ça va nous faire continuité, ici 0, continuité, et enfin plus 20. Voici ce qu'on obtient. On remarque bien ici également qu'on a continuité, mais on a au moins un point de passage, ce qui fait que par prolongement, on va pouvoir tracer le diagramme de Bode complet. Donc le point de passage, il faut le placer au départ, c'est le premier qu'on va placer sur le diagramme de Bode. Alors moi je vous conseille de tracer sur le diagramme de placer sur le diagramme de Bode vierge les différentes pulsations caractéristiques, oméga 2A, oméga 3 et oméga 1, c'est ce qu'on va faire en premier lieu. On peut aussi en déduire le comportement de la phase à partir du comportement en gain. On sait que dès lors qu'on aura un multiple de 20 décibels, eh ben on aura le multiple correspondant à 90 degrés. Donc voilà ce qu'on obtient. Et on n'a pas besoin de forcément connaître ce qui se passe aux différentes pulsations caractéristiques parce qu'on sait qu'on aura des comportements qui seront des droites horizontales à chaque fois. La première étape à partir du diagramme de Bode vierge, c'est de placer les différentes pulsations caractéristiques. Ici, les voici. Donc, racine de 1 sur K1, oméga 0 et 1 sur tout.
Donc, voici les valeurs qu'on a pu obtenir numériquement. Alors le racine de 1 sur 40, on en a besoin uniquement en gain. C'est pour ça que je l'ai reporté qu'en gain. La deuxième étape consiste à retourner sur le tableau et à retrouver le point de passage. Donc le point de passage qu'on va trouver, il va se situer en oméga 2a, qui correspond à racine de 1 sur K1, et ça, on sait que ça sera la pulsation de gain 2. Donc c'est la pulsation qu'on va placer ici. Et on sait que de part et d'autre, en lisant le tableau, on va avoir plus 40 décibels par décade. Donc de part et d'autre du point de passage, plus 40. Et on va prolonger ce trait jusqu'à oméga 3. Oméga 3, qui est la deuxième pulsation caractéristique qu'on va retrouver ici. C'est là qu'on va s'apercevoir de la continuité, puisqu'on sait que par continuité, on va partir ici. Donc on n'a pas besoin de connaître explicitement cette valeur. Vous voyez, finalement, on ne s'en préoccupe pas, mais on sait qu'on va partir de ce point-là. C'est ça que ça veut dire continuité dans le tableau. Et en relisant le tableau, ici, on part avec une pente au-delà d'oméga 3 à 0 décibels jusqu'à oméga 1. Donc 0 décibels jusqu'à oméga 1. Et à partir d'oméga 1, par continuité, on va avoir plus 20 décibels par décade. Et donc voilà ce qu'on obtient pour le tracé en gain. Le tracé en face peut se déduire directement avec plus 40 décibels par décade qui va correspondre à plus 180 degrés, 0 décibels par décade qui va correspondre à 0 degrés, et plus 20 décibels par décade qui va correspondre à plus 90 degrés. Reste maintenant à tracer l'allure du diagramme réel. Pour ça, on va avoir besoin des caractéristiques des premiers ordres et deuxième ordre, puisque pour le double dérivateur, on sait que le tracé asymptotique correspond exactement au tracé réel. Je vais commencer d'abord par le deuxième ordre, qui est le plus difficile. Ici, on a un coefficient d'amortissement qui est inférieur à racine de 2 sur 2, inférieur à 0,7. Il est très petit, le coefficient d'amortissement. On peut en déduire qu'il y aura résonance. Cette résonance, étant donné que le coefficient d'amortissement xi est très petit, sera très proche d'oméga 0. C'est même pas forcément la peine de le calculer. Ensuite, il faut savoir comment placer le pic de résonance. Donc, la taille verticale de la résonance. Pour ça, on va calculer le gain de surtension en décibels. Il sera 20 log de cette formule, 1 sur 2 xi racine de 1 moins xi2. Si on fait l'application numérique avec la valeur trouvée précédemment, on trouve 46 décibels. Ça fait le point qu'on place ici, qui sera le sommet de cette résonance. Ensuite, un autre point de passage intéressant qu'on peut calculer, c'est la pulsation de coupure du premier ordre ici. On sait qu'on aura plus 3 décibels à peu près ici par rapport à la courbe horizontale là. Ce qui nous donne le tracé qu'on obtient ici. Alors là, vous voyez, c'est le tracé réel. Ensuite, si vous voulez affiner le tracé, on peut se rajouter quelques points de passage, mais ce n'est pas forcément bien utile ici. Et pour le tracé en face, voilà ce qu'on obtient. Également, on peut se donner quelques points de passage. Alors là, on s'aperçoit qu'étant donné que le coefficient d'amortissement est très faible, la courbe en face est très proche du tracé asymptotique. Ce qui n'est pas forcément le cas ici lorsque le premier ordre prend le pli. Maintenant, on va reboucler avec le cahier des charges pour en déduire la plage de pulsation qu'il faut éviter pour s'assurer d'avoir une accélération du panier et du conducteur inférieure à 10 mètres par seconde au carré. On sait que l'amplitude d'entrée du signal va correspondre à 10-2 radians et l'amplitude de sortie doit être inférieure à 10 mètres par seconde au carré. Ce qui va nous conduire à une relation en termes de gain. Il faut que pour les pulsations choisies, le gain reste inférieur à 20 log de 10 sur θ0. 10 étant l'amplitude de sortie et θ0 étant l'amplitude d'entrée. Ce qui fait 10 sur 10-2, donc ce qui fait 1000. Donc on a 20 log de 1000, 20 fois log de 1000, qui nous fait bien 60. Il faut donc au préalable tracer une droite horizontale passant par 60 décibels et il faut donc trouver la plage de fréquence en laquelle le lieu de transfert restera inférieur à cette droite horizontale. Sur le tracé réel tracé ici, on s'aperçoit qu'on a deux plages qu'il faut exclure et deux plages qu'il faut garder. Les deux plages qu'il faut garder, c'est celle-ci, donc de 0, donc de l'infini sur l'échelle semi-logarithmique à la valeur qu'on a là. Donc ici, on a 4 radians par seconde. Et puis ensuite, sur cet intervalle-là, là, on part à 6 radians par seconde jusqu'à à peu près au-delà de 1000. Donc voici les deux plages autorisées. Sur la question suivante, on vous demande d'en déduire une condition sur l'espace entre deux bosses du terrain qui conduira à une éjection du passager. Il faut faire le lien entre fréquence et longueur d'onde, puisqu'en fait, on va passer à une longueur d'onde qui va correspondre à l'ondulation spatiale de l'ondulation qu'on va souhaiter. Puisque en fait, là, finalement, l'ondulation temporelle correspond à une ondulation spatiale qui est l'ondulation qu'on a ici. On va d'abord commencer par calculer la fréquence qui peut poser problème. Ici, c'est la fréquence de résonance.
qui va correspondre à 5 radians par seconde en pulsation. Donc le lien qu'on va avoir entre la pulsation et la fréquence, c'est que la fréquence est la pulsation divisée par 2π. Si on fait l'application numérique, on va trouver 0,8 Hz. Et ensuite, on va avoir le lien entre la longueur d'onde qu'on note lambda, la vitesse qui était de 1,4 m par seconde, et la fréquence. La longueur d'onde, c'est la vitesse sur la fréquence. Si on fait l'application numérique, on trouve 1,75 m. Donc ça veut dire qu'il faut absolument éviter à cette vitesse-là d'avoir une ondulation de 1,75 m qui pourra aboutir à la résonance ici en bout de panier. Il y a un cas particulier, donc c'est l'objet de la question 5, qui va conduire à annuler le phénomène-là. C'est le cas où la distance entre les deux contacts, entre les deux roues, va être exactement égale à la longueur d'onde, puisque ici, en fait, on aura un mouvement de translation du système. Donc, on n'aura pas du tout d'angle θ ici qui va être généré. C'est tout pour la proposition corrigée de cet exercice. Pensez bien à avoir un outil adapté pour justifier le diagramme de Bode. Moi, je propose d'utiliser un tableau. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est perdre du temps à redémontrer le comportement asymptotique de chaque diagramme de Bode. Il faut aussi penser à le faire en 2 étapes. D'abord, caractériser le comportement asymptotique, puis en deuxième lieu, caractériser le comportement réel, mais en des points intéressants, puisque le tracé est réel, sans avoir d'outil numérique pour le caractériser parfaitement, c'est assez compliqué.